Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu assister à ce talk du jour qui s'inscrit donc dans le cadre de la programmation Ground Africa et cela jusqu'à octobre. Alors aujourd'hui, on a un très beau panel pour parler de l'expérience africaine parisienne. On se rendra compte que les profils qui sont ici sont plus que parisiens, bien sûr. Alors, je vais faire un tour de présentation. Après, vous aurez l'occasion de vous présenter vous-même. Lamine Badiane Kouyaté, connu sous le nom de Khoulibet. J'ai envie de dire une légende de la culture africaine à Paris et dans le monde. Jacqueline Ngompi, une grande activiste, entrepreneuse de la culture et du tourisme aussi en France essentiellement, mais on en parlera plus. Ina Hund, illustratrice, activiste. Pareil, on va faire un peu un tour plus en détail tout à l'heure. Et enfin, Blik Bassi, chanteur d'origine camerounaise. Voilà, vous allez nous parler un peu de votre expérience dans vos activités. Musicien de génie, avec un style aussi très inspiré. Bon, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler un peu de l'expérience d'être africain, de l'africanité à Paris, parler un peu de ce que vous faites plus en détail, parler un peu de vos moteurs. Alors, le talk a été titré par ces icônes. Donc vous êtes des icônes, ou en tout cas des icônes en devenir. Une icône, c'est un symbole, une image un peu sacrée, une référence. C'est quelque chose qu'on regarde, dont on s'inspire. C'est quelque chose qui trace la voie, qui trace le chemin aussi. Ça fait beaucoup, c'est peut-être beaucoup à porter, mais du coup, ma première question, c'est est-ce que cette dimension justement de porte-parole, cette dimension d'exemplarité, ou en tout cas justement de pionnier ou de défricheur de chemin, est quelque chose qui fait écho à ce que vous faites, ou même, on va dire, à votre démarche dans vos différentes activités? Je vais commencer par vous, Lamine. Ouais. Allô. Bon, ben en fait, nous on est, moi en tout cas, je suis toujours dans l'action. Je pense que je me retourne pas pour regarder ce que je fais. Donc l'idée, peut-être que bon, on laisse des traces qui aussi, je pense que ouvrent peut-être des brèches pour d'autres. Je pense que bon, moi c'est une génération, il y a d'autres qui viennent derrière moi, et puis peut-être que ça a marqué, en tout cas. Je pense en tout cas la mode, mais d'une certaine façon, je pense qu'on est encore dans le dur, quoi. Je pense qu'on essaye d'avancer et d'être à l'affût aussi de la jeunesse, quoi, de ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que bon, l'idée d'icône, bon, ça peut être un peu réducteur, mais je pense qu'en fait, on ne se réveille pas le matin en se disant on est des icônes. Donc, Je vais, voilà. je vais peut-être faire ce par quoi j'aurais dû commencer, en fait. C'est faire une présentation un peu plus étoffée de Lamine, en fait, de ce que vous faites. Donc, Lamine Badiane Kouyaté, qu'on surnomme souvent Khoulibet, qui est en vérité le nom de la marque Ouais, que vous c'est avez le nom créée. de la marque, ça veut dire ouvrez grand les yeux. Voilà. Alors, j'avais lu que c'était ouvrir grand les yeux Ouais, c'est pour ça. conjurer le mauvais sort, mais aussi pour observer le monde. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça pourrait Exactement. faire l'objet d'un talk à part entière, cette phrase. Donc, un créateur d'origine malienne Oui. de la mode qui est distingué notamment par le prix du créateur de l'année en 94 par le New York Times. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Le prix Andam en 1996. Andam, ouais. Andam. Il y a eu d'autres distinctions évidemment. Il y a aussi l'utilisation qui aujourd'hui, enfin,
vous êtes un pionnier dans l'utilisation des matériels recyclés. Vous avez utilisé les chutes, vous avez été un des premiers à utiliser les chutes, je crois, des tissus. Je ne sais pas si j'ai été le premier, en tout cas je l'ai Un des exploité premiers, d'emblée. Ouais. Ça, c'est des choses que, qui font que, en fait, quand on est créateur, on regarde la matière dans tous les sens. On ne reste pas... Moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup des matières techniques, mais bon, j'utilise beaucoup aussi des fins de série, des stocks d'invendus, des stocks de seconde main, notamment des tissus qui sont non biodégradables. Et puis même des chemises, des choses, des t-shirts, que je découpe pour faire en fait d'autres vêtements. Le upcycling. C'est un peu, ouais, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le upcycling. Mais c'est une façon aussi de recycler. Donc en gros, ouais. Ok. J'ai lu dans un de vos articles que vous définissiez votre mode comme une mode métissée et identitaire. Alors c'était un article qui datait de quelques années, mais est-ce que c'est quelque chose qui effectivement est forcément lié à votre processus créatif? Je pense qu'on regarde l'Afrique avec une image d'Épinal. Moi, je suis profondément africain. Je suis né, j'ai grandi. Et je viens avec aussi ce bagage. Donc, je ne me pose pas la question, je suis déjà. Donc, je veux dire, je viens avec ce que je peux trouver. Que je me pose un plus comme, tu vois, j'utilise aussi mon background. Tu vois, notamment le recyclage. Je voyais que nous, on l'a fait depuis le début des... C'est quelque chose qui je veux dire, moi, j'ai toujours hérité des vêtements de mes frères. Donc, j'ai dû les remettre un peu au goût du jour. Donc, quelque chose que, c'est pas qu'on le cultive, c'est presque, tu vois, c'est dans notre ADN, quoi. Donc, c'est quelque chose, et puis les couleurs, la chaleur, je pense que, les vêtements, il y a une légèreté dans les vêtements que moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, cette légèreté en Afrique, c'est quelque chose que moi aussi, je reprends à mon compte. C'est pas, maintenant, c'est vrai qu'on est dans un truc qui est... Le vêtement, c'est une image un peu cossue, c'est hyper brandé, c'est pas... Alors que on est plus dans le confort. Je veux dire, le truc, la chaleur sur le vêtement, il faut pas qu'il ressemble à un truc trop lourd, quoi. Donc, quelque part, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent transparaître forcément pas, mais qui, à mon avis, font partie de choses que, forcément... mais on vient aussi dans une culture aujourd'hui qui est globale. Forcément, je veux dire, moi, quand j'étais gosse, j'écoutais du Jimi Hendrix à Bamako. Donc, ça m'a marqué. Donc, forcément, je veux dire, on est quand même dans un monde, tu vois, il ne faut pas non plus être fermé, clos. Donc, oui, moi, je pense que Senghor, il disait l'osmose. Ouais, je pense que c'est plus ça, c'est-à-dire les choses qui se mêlent et qui finissent par donner, je pense, une énergie nouvelle. Voilà. Ça peut d'autres l'appellent le métissage. Je pense qu'il y a tout. Tu vois, c'est pas forcément parce que le métissage, c'est un caractère un peu racial. C'est ça que j'aime pas trop. Parce que c'est une nomenclature, tu vois, qui reste dans un truc un peu raciste. Je pense que l'humanité, c'est l'humanité, même si on est des couleurs différentes, il y a toujours un lien, quoi. Donc, forcément, on prend ce lien un peu comme, je sais pas, une force. Voilà. Très bien. On va revenir plus tard sur peut-être votre regard sur la mode quand vous êtes arrivé en France. Peut-être comment justement cet ADN africain qui n'a pas besoin d'être réfléchi, qui est naturel et comment il s'exprime et peut-être le regard que vous portez sur la mode aujourd'hui. Mais je vais demander à Jacqueline. Donc Jacqueline, qui est la fondatrice de Little Africa, que peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est une agence touristique à la base, de tourisme. Il y avait d'édition du guide Little Africa. Une agence d'ingénierie culturelle, en fait. D'ingénierie culturelle. C'était ça, dès le départ, c'était ça. D'accord. Ouais. Attends pour moi. Donc, une agence d'ingénierie culturelle qui a notamment édité le guide City Guide Little Africa, qui offrait le tour
de Paris, mais des adresses où on pouvait rencontrer la culture africaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi une agence. Tu conseilles des... Ouais. Alors en fait, quand on a lancé, au départ, c'était une plateforme qui regroupait en fait et qui essayait de porter un regard nouveau sur Paris. Oui. Mais très rapidement, l'idée c'était de pouvoir montrer un nouveau regard de Paris à travers différents angles. Donc il y avait du contenu en ligne. Il y a eu très rapidement des parcours de visite à Paris, puisque Paris étant la première destination mondiale, c'était important. Donc pour des étrangers. Les étrangers sachent pourquoi est-ce qu'il y a autant de Noirs à Paris, parce que souvent c'était une grande surprise pour eux. Et le guide est arrivé après parce qu'en fait on nous le réclamait, les gens qui visitaient ou qui consultaient notre site nous demandaient un outil pour continuer en fait à explorer cette thématique. Et très rapidement aussi, on a été emmené à accompagner des sociétés ou des institutions à programmer, en tout cas à construire leur programmation autour de l'Afrique. Et parmi les clients et les demandeurs de ces tours, est-ce qu'il y avait une population française aussi qui... Oui. Oui, dans quelle proportion à peu près? Bon, après, au départ, c'était d'abord une clientèle locale, ciblée. On l'a toujours aujourd'hui. Donc, on travaille avec des instances de tourisme en Île-de-France et à Paris. Après, très rapidement, une fois qu'on s'est mis sur des plateformes comme Airbnb, c'est devenu, ça a touché le monde entier. Et on a basculé sur du 80% ou 90%. Mais ça, c'est uniquement pour les tours. Hein. Après, les autres services qu'on propose, on est quand même majoritairement sur des sociétés françaises qui nous contactent. Quels sont ces autres services? Du coup, de l'ingénierie, donc du conseil, de l'accompagnement en société, de l'édition. Donc après le guide, on s'est spécialisé du coup sur de l'édition. Donc à part le guide, on publie toute une gamme de produits dérivés et d'accessoires qui racontent l'Afrique autrement. Donc ça passe aussi bien sur de la papeterie. Là, on vient de lancer un projet qui s'appelle Ukuta Lab, qui soutient en fait des artistes illustrateurs du digital. Après, on produit aujourd'hui aussi des produits dérivés pour des artistes contemporains. Donc voilà, on se déploie sur pas mal de choses, mais en restant vraiment aussi sur de l'édition. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Lamine tout à l'heure, quand je l'interrogeais sur la part d'Afrique dans ses projets, la part consciente, il expliquait qu'il n'a pas besoin d'y penser, que c'est quelque chose qui venait. Je crois comprendre, toi, c'est une démarche justement différente. C'est-à-dire que ça vient d'un constat et d'une volonté de pouvoir... oui, ça vient d'un constat, d'une demande aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a fait à Little Africa qui ne répondent que à une demande de notre clientèle ou notre communauté. Quand je lance la plateforme en 2014, j'avais aucune idée. Je savais que les tours allaient faire partir de ce qu'on allait proposer, en tout cas l'expérience. Mais l'édition ou l'accompagnement de société, aujourd'hui le concept store, le village dans le 18e, et autre chose qu'on a pu faire, c'était pas du tout dans le projet. On a vraiment à chaque fois essayé de répondre, en tout cas d'être à l'écoute de ce que les gens avaient besoin. Et encore sur cette même thématique, j'ai lu un article où tu expliquais qu'un des déclics, ça avait été en revenant du Mexique, où tu avais découvert l'existence de communautés afro-mexicaines. Du coup, tu t'es engagé dans ce projet. Est-ce que tu étais consciente qu'il y avait une demande ou ça venait d'abord plus d'une volonté de toi d'en parler et tu as découvert qu'effectivement, il y avait une grosse demande? Ça venait vraiment d'un parcours personnel. C'est ça. Et tu as découvert en fait. Et ensuite, j'ai découvert que ça intéressait beaucoup de gens. Ok, donc super. Et qu'il y avait aussi plein de gens. En fait, la réalité, c'est que il y a beaucoup d'Afro-Français qui... Little Africa, aujourd'hui, ça fait maintenant 7-8 ans. Les questions vraiment identitaires, moi, j'ai commencé à les voir émerger quand je rentre du Mexique. En 2010, je découvre pas mal de sujets, de plateformes. Et il y a beaucoup de questionnements autour de l'identité. Où est-ce que je trouve ma place en tant que noir français dans cette société? Donc je découvre pas mal de choses et c'est vrai que aujourd'hui on a des gens qui viennent nous voir parce que ils ont pu trouver des ressources pour pouvoir éduquer leurs enfants. Ils ont pu trouver où aller, à qui parler. On a également des personnes qui sont en couple avec des personnes africaines qui aussi étaient en demande. Nous, c'était de 2014 à 2017, c'est beaucoup de couples mixtes qu'on a vu venir ou des mamans qui ont des enfants métis
des familles monoparentales et qui se posaient des questions. Comment est-ce que je fais? Ou est-ce que je vais où? Ou je fais écouter quoi? Ou je fais manger quoi à mon enfant dont je ne connais pas la culture? Ou je ne baigne pas dedans, je ne suis pas avec la famille du parent. Et puis, après, il y a les curieux, il y a des passionnés du continent. En France, aujourd'hui... une personne sur 5, bon, ça c'est mes stats perso, mais quand vous discutez avec des gens, il y a quand même un lien très fort avec le continent, des grands-parents qui ont vécu, ou des tantes, ou des arrière-grands-parents. Donc, constamment, c'est des gens qui reviennent en fait et qui se retrouvent en fait dans ce qu'on propose. D'accord. On reviendra après un peu sur les adresses que tu peux nous conseiller sur une dimension plus parisienne. Bonsoir Ina, merci d'être ici. Donc Ina, tu es illustratrice. Alors, tu es illustratrice française, mais d'origine togolaise béninoise. C'est ça. C'est ça. Tu crées des visuels et ta création a une grosse dimension inclusive. Je crois savoir que tu fais la promotion du bien-être, de la santé mentale, l'intersectionnalité. Tu traites beaucoup de ces sujets-là et de leadership. Est-ce que tu peux peut-être juste nous parler un peu de la genèse de ton projet artistique? Parce que je crois que ça fait 2 ans que tu t'es véritablement lancé dans l'illustration. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, avant, j'étais graphiste salarié et je travaillais en tant qu'illustratrice aussi à côté, mais c'était vraiment en temps partiel, très partiel. Et là, depuis 2 ans, je suis 100% illustratrice et je crée des illustrations inclusives majoritairement pour l'édition et la presse. Donc, on aborde beaucoup des sujets de société qui vont toucher aux identités de genre, à la santé mentale, à l'éducation sexuelle aussi. Et voilà. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais? Alors, sur mon site internet, inaunt.com, sur Instagram aussi, inaunt, c'est très simple. Alors, là, le thème de ce panel, c'est effectivement l'expérience afro-parisienne. Bon, il s'agit de définir un peu ce que ça veut dire, mais du coup, j'ai envie aussi de t'interroger sur la dimension africaine de ta démarche artistique. Si tu l'aperçois, est-ce qu'il y a une pertinence à parler de cette dimension africaine dans ce que tu fais? Alors, je la scinde pas spécialement. Pour moi, c'est juste une trame qui est continue, une identité que je ne peux clairement pas séparer et qui, du coup, se retrouve aussi dans ma façon d'illustrer et les sujets que j'aborde, l'angle que je prends. Là, dernièrement, j'ai travaillé pour un livre qui s'appelle Nos amours radicales et c'est plusieurs points de vue sur la sexualité. À travers le prisme d'un regard d'une personne trans, d'une personne qui travaille dans l'éducation sexuelle auprès de personnes atteintes de VIH, d'autrices, etc. Enfin, il y a différents profils. Et lors de rencontres, il y a justement cette question-là qui revenait souvent sur l'intersectionnalité, comment est-ce qu'on la définirait, comment est-ce qu'on se positionnerait. Et en fait, moi, je la définis pas spécialement parce que je suis aussi née au Togo, à Lomé. J'ai passé mon enfance là-bas et je me suis découverte noire en arrivant en France. Donc, forcément, en étant femme noire, il y a plusieurs discriminations qui se rencontrent. On parle de misogynie noire souvent. Et du coup, c'est des choses avec lesquelles j'ai évolué et pour lesquelles j'ai appris à mettre en place des mécanismes aussi pour me défendre, mentalement d'abord. Et c'est aussi pour ça que je crée beaucoup des illustrations autour de l'inclusion, de l'acceptation de soi, de l'acceptation de nos différences, parce que je pars du principe qu'on n'est jamais qu'un seul calque. Même si on a grandi dans la même ville toute sa vie, etc., on a forcément rencontré différentes choses qui nous ont marquées d'une manière ou d'une autre, à différents niveaux, et dont on s'est nourri et qu'on restitue. Donc on n'est jamais qu'un seul calque, on a toujours plusieurs complexités. Et je pense que c'est tout ce qui est mis en marge, c'est ce qui nous permet de grandir au final. Et c'est ça que j'essaye de retranscrire dans mon travail.
C'est passionnant et ça me donne envie de te poser deux questions. Tu as expliqué qu'effectivement l'africanité, c'est juste quelque chose, c'est une trame de fond. Tu as aussi expliqué que tu t'es découverte africaine ici. Tu es une artiste, donc ton quotidien, c'est de chercher l'inspiration et de créer. Est-ce que d'une manière, est-ce que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui, tu penses, si tu étais resté en France, en Afrique, je veux dire? Et deuxièmement, est-ce que Paris est inspirant? Dans quelle manière Paris t'inspire et quelles sont les énergies, ou en tout cas les inspirations qu'une ville comme Paris te procure aujourd'hui? Alors, pour répondre à la première question, je n'ai pas de réponse. C'est difficile. C'est refaire le monde à l'infini parce qu'effectivement, il y a 1 milliard de possibilités. Je ne sais pas du tout si j'aurais suivi cette voie-là, surtout que je suis la seule dans ma famille, dans le cercle proche Est-ce que familial. tu penses que justement le fait de se découvrir noir en France a un peu peut-être pressé ce besoin d'exprimer quelque chose Alors forcément, pour l'avoir vécu, j'ai envie de te dire que oui. Après, je ne veux pas non plus nier les artistes qui sont au Togo ou dans d'autres pays d'Afrique et qui font un énorme travail sur ces questions-là, justement, particulièrement de féminisme ou de violence faite aux femmes ou même sur les questions politiques ou LGBTQIA+, et qui prennent beaucoup plus de risques, beaucoup plus d'audace, et souvent mettre leur vie en jeu, hein, parfois, contrairement à moi qui a un certain confort quand même ici. Donc peut-être que j'aurais été inspirée par un ou une de ces artistes-là, mais c'est une question qui reste à l'interrogation. Après, dire que Paris m'a inspirée, bien sûr. Bien sûr, là, ce serait cracher dans la soupe si je disais le contraire. Paris est très, très riche et très multiculturel et justement, il n'y a pas qu'une seule façon de voir Paris. Il y a 1 milliard de façons de voir Paris et c'est ça qui... Enfin, tous les jours, en fait, il y a toujours quelque chose qui nous pousse à rencontrer l'autre, à sortir de soi, à aller vers l'autre. Et c'est ça que je trouve génial. Je ne sais pas si, à cette mesure-là, ça aurait été possible en province, parce que j'ai vécu en province. Mais je sais que ça aurait été plus long, plus difficile, contrairement à ici où c'est quasiment à chaque minute, quoi. Donc, Ok, très intéressant. On va finir le premier tour pour s'adresser à Blik Bassi. Merci d'être ici ce soir avec nous. Blik Bassi, donc chanteur, auteur, compositeur, producteur, guitariste, percussionniste d'origine camerounaise ou camerounais, franco-camerounais. Est-ce que c'est la double nationalité? Non, camerounais. Camerounais, d'accord. Ex-membre du groupe Macaz, pardon. Alors, juste pour citer quelques distinctions, donc tu as reçu le lauréat du Grand Prix SACEM, des musiques du monde en 2019 notamment. Est-ce que tu pourrais juste, dans un premier temps, peut-être parler de ta musique ou comment pas la définis, mais comment tu pourrais la qualifier? Ma musique aujourd'hui, je la qualifie de pop indie, quoi. Parce que en général, dans le milieu de la musique, je suis considéré comme un artiste de musique du monde. Mais je m'émancipe complètement de ces appellations qui appartiennent à ceux qui les utilisent. Et en tant qu'artiste ou créateur, on est tout simplement des créateurs. On ne dit jamais qu'en général, un artiste français, quand il fait de la pop, on dit qu'il fait de la pop, on ne dit pas de la pop européenne ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, je me considère comme un artiste qui fait de la pop indie, indépendante. Aujourd'hui, ton audience, ton public, où est-ce que se trouve ton public essentiellement? Est-ce que tu peux... Pardon, j'ai pas compris. Ton public, est-ce que tu sais où sont les foyers les plus importants de ton public aujourd'hui? Est-ce que c'est en France, c'est en Afrique, les deux? Dans quel rapport? Oui, en fait, aujourd'hui, avec tous les outils qui ont été créés, on a la possibilité de savoir. Tous les mois, d'ailleurs, j'ai Spotify, Apple Music et tous les autres qui me disent où est-ce qu'on m'a chasamé le plus, où est-ce que j'ai été le plus écouté. Donc, ça nous permet de connaître un peu les territoires les plus importants. Et aujourd'hui, les territoires les plus importants sont la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Japon. France en numéro 1 quand même.
En numéro 1, ça dépend. Parfois, c'est la France, parfois, c'est l'Angleterre. Et quid du Cameroun? Le Cameroun, en fait, c'est compliqué parce que on ne peut pas pour le moment avoir des statistiques du Cameroun, puisque au Cameroun, on n'a pas Spotify. En fait, Spotify vient d'arriver en Afrique aujourd'hui et ce serait faussé, en fait, tout simplement parce que la réalité voudrait que déjà au niveau de mégas, les gens n'ont pas assez de mégas pour consommer la musique sur Spotify ou sur Deezer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, en tant que producteur, je sais bien que des artistes très populaires en Afrique, en général, quand on regarde leurs écoutes sur Spotify, Apple et les autres, ils ne sont pas assez écoutés. Parce que les populations qui écoutent, qui suivent ces artistes-là, n'ont déjà... l'écosystème ne permet pas aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas accès au même débit Internet et que ça coûte beaucoup plus cher. Et que par réflexe, ce qui est normal, c'est qu'ils écoutent sur d'autres plateformes comme Audiomack ou Boomplay et d'autres. D'accord. Est-ce que tu tournes également en Afrique? Est-ce que tu fais des concerts là-bas? Oui, je fais des concerts là-bas dès que je peux, mais c'est pas le territoire le plus important, notamment parce que les infrastructures ne sont pas encore aujourd'hui comparativement à ici, il n'y a pas un véritable réseau de circulation. C'est-à-dire, quand tu sors un album et que tu vis au Cameroun, déjà faire la tournée en Afrique centrale, hormis le réseau des instituts français, c'est très compliqué, sachant que nous avons également un vrai problème de mobilité, puisque nous n'avons pas les routes déjà en Afrique centrale qui lient les différents pays, contrairement à ici où lorsque tu sors un album, en plus d'avoir des théâtres dans chaque petit recoin de la France, tu as des routes qui te permettent également de pouvoir facilement monter une tournée. En Afrique encore aujourd'hui, en Afrique centrale par exemple, nous n'avons pas la chance encore de pouvoir tout simplement de circuler dans ces différents espaces et du coup c'est très compliqué. Et en plus, sans parler du fait qu'il n'y a pas assez de lieux pour l'instant où on peut avoir de la diffusion et donc l'organisation est encore très très compliquée, ce qui vient tout simplement faire qu'organiser les concerts, hormis le réseau d'instituts français et quelques festivals, c'est encore très compliqué. Les billets d'avion sont très chers pour partir au Nigeria voisin. J'ai eu la chance de faire pendant 3 mois une tournée dans 45 pays africains. Et c'était super, mais c'était dur parce que parfois, pour partir du Nigeria à côté, on repartait en Éthiopie et on revenait au Cameroun et on perdait 2 jours juste pour partir à je sais pas, une heure de vol, quoi. Donc, je connais très bien ce réseau-là et pour le moment, malheureusement, c'est pas encore facile de pouvoir le faire, quoi. Tu es basé à Paris aujourd'hui? À Bordeaux. À Bordeaux, en France. Ouais. Et depuis combien de temps es-tu en France? Pardon? Depuis combien de temps es-tu basé en France? Depuis bientôt 14 ans. 14 ans. Ouais. Et avant, tu étais au Cameroun? Avant, j'ai vécu au Cameroun. J'ai commencé ma carrière au Cameroun. Toute la base a été construite au Cameroun. Et à un moment donné, j'ai eu tout simplement envie d'aller à la rencontre de l'humain. Et je suis parti de Yaoundé où je vivais et pour venir en France continuer ma carrière solo. Et est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Parce que tu as dit faire de la pop. Où est-ce que tu as justement puisé tes influences dans ton cursus musical? Mes influences sont tout simplement, comment dirais-je, moi je suis un Camerounais, j'ai grandi avec, entouré d'une musique, d'une playlist qui me venait de partout, c'est-à-dire les bars d'en face. Le barman d'en face mettait sa playlist que j'écoutais chez moi tous les jours, en plus des playlists locales, c'est-à-dire que mon père diffusait, donc que ce soit la musique du jazz américain ou brésilien, ou tout simplement du Bikutsi, du Mako Sadlasiko du Cameroun. Et donc j'ai grandi avec toute cette base musicale, et lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu une démarche qui m'a permis d'aller à la rencontre d'autres musiques, de la musique urbaine, de la musique électronique, de la pop indie et donc tout simplement en tant que quelqu'un vivant dans un monde global aujourd'hui, je m'inspire un peu de différentes choses autour de moi. Mais surtout, je pense qu'au-delà même d'esthétique musicale, ce qui m'inspire réellement et ce qui m'anime, c'est vraiment le désir de participer au récit. Je pense que je suis vraiment
le récit, la question du récit, on dit au Cameroun, on joss, c'est-à-dire la discussion, ce qu'on est en train de faire là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de toute ma démarche. Parce que le récit construit et le récit fait de nous ce qu'on est. C'est pour la raison pour laquelle, lorsqu'on se rencontre dans nos différents villages, on dit je suis le fils de tel, machin, blablabla et tout. C'est par rapport à ce récit qu'on essaie de savoir qui on est. Et pour moi, le récit est vraiment la base principale de tout ce que je fais parce que c'est d'ailleurs lui aussi qui m'a donné envie tout simplement de m'impliquer un peu plus au-delà de la musique que je fais parce que je ne suis pas seulement artiste musicien, je suis réalisateur aujourd'hui, je fais des films, je suis également metteur en scène, j'écris des livres, voilà, je suis un peu pluriel, un artiste avec grand A, mais tout cela est animé par mon envie tout simplement de contribuer au récit national que nous n'avons pas malheureusement parce que nous vivons dans des espaces qui n'ont pas été pensés par les nôtres, que des espèces de structures qu'on nous a léguées sur lesquelles on essaye de construire tant bien que mal. Alors on oublie que lorsqu'on va dans d'autres espaces, par exemple en France, on se rend compte qu'il y a un récit qui est pensé. C'est la raison pour laquelle on nous dit que c'est le pays des droits de l'homme. Il n'y a pas eu de concours entre la France et d'autres pays pour voir si c'était le meilleur pays pour les droits de l'homme. Mais ça fait partie du récit que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue. Tout ça fait partie du récit parce que c'est le récit qui forge les mentalités et les imaginaires. Donc moi, c'est ce qui m'anime et tout ce que j'essaie de faire, c'est comment est-ce que je participe au récit qui va faire que le petit qui est à Yaoundé, qui est à Bamenda, ou tout simplement qui est au Togo, qui est au Tchad, se lève un matin et se dit « Putain, j'appartiens à une communauté magique, incroyable ». Ça, c'est le récit qu'il fait. Parce que c'est ce même récit qui fait que les États-Unis aujourd'hui paraissent sexy, malgré le fait que c'est quand même l'un des pays qui fait le plus de guerres sur la Terre. Mais il continue à faire rêver presque tous les pays au monde. C'est le récit, à travers les films, à travers la musique, à travers tout ce qu'ils font. Donc, moi, ce qui est vraiment le moteur de tout ce que j'essaie de construire aujourd'hui, c'est comment, à mon tour, tu viens apporter quelque chose dans le récit national, international, afrodescendant. Passionnant. Et du coup, ça me donne la transition idéale pour parler justement du récit, mais dans une dimension de la mode, peut-être. Tu es un pionnier, c'est un mot qui fait parfois dater parce que parfois ça fige un peu les choses, mais tu es factuellement un pionnier dans la mode et en tout cas comme africain designer mode. Quel regard tu poses aujourd'hui justement sur les acteurs d'aujourd'hui, les jeunes acteurs qui soient du continent ou alors de la diaspora? Quelles sont peut-être, on va dire, les choses qui te marquent le plus par rapport à ce que tu vois aujourd'hui et quelle peut-être observation tu peux faire par rapport à ça? Ouais, pour revenir à l'idée de pionnier, il fallait bien quand il y en a qui démarrent. Bon, je ne suis même pas le premier, il y en a qui sont venus avant moi. Bon, on en parle. C'est vrai que tout ça, c'est des choses qui te forgent. Effectivement, quand Blick parle du récit, ça se trouve, effectivement, on fait aussi partie de ce récit parce que quelque part, on tient un bout, quoi, et puis on fend des idées reçues, on essaie de rapporter quelque chose qui peut aussi parler à nos contemporains et notamment à la jeunesse africaine, à la jeunesse afro-descendante, peut-être parce que quelque part, le récit, bon, on n'a pas eu de chance parce que, c'est-à-dire, on sort d'années de conflits, de domination sur lesquelles on n'a pas eu le mot à dire. Mais bon, cela dit, je pense qu'on a encore du chemin, mais il y a énormément de choses qui se font. Et moi, je vois aussi il y a une dynamique à laquelle on continue. On participe évidemment, mais je vois par exemple ici, il y a énormément de choses qui se font aussi par cette jeunesse-là. Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Je veux dire que je pense qu'il y a une aspiration qui est normale. Tu vois, on a tous envie de faire, on a tous envie aussi de compter. Donc, cette aspiration, elle est innée, quoi. Donc, c'est peut-être une posture de survie, mais aussi, c'est une posture, bon, en notre cas aussi, de liberté, tu vois, d'émancipation, de dignité. Bon,
c'est pas tout, mais je pense qu'il y a aussi le désir aussi. Je pense que bon, juste de respirer, de faire quelque chose de sa vie, quoi. Et quand on est face à des murs, donc tu vois, c'est-à-dire que ça décuple en fait, ce qui fait que bon, le génie en fait, il est quadruplé. Je pense que quelque part, donc moi je vois les choses. Franchement, j'ai une admiration profonde en tout cas pour les, parce que c'est-à-dire que c'est beaucoup, c'est un peu une traversée du désert, parce que bon, quand on parlait de la situation de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont là, qui sont figées, qui sont pas là pour faire avancer les choses. Mais en dehors de ça, les populations quand même qui survivent, qui font les choses et dans cette adversité, ils arrivent quand même à générer quelque chose de très très fort. Donc moi, je pense que c'est ça la culture de la jeunesse aussi. Tu vois, je pense que tout ça, ça mène en tout cas à quelque chose de fabuleux. Donc ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quel lien concret dans l'échange ou peut-être dans la création ou le travail, la production, tu entretiens avec les jeunes générations de créateurs, que ce soit sur le continent ou ici? Je pense que ne serait-ce que l'échange, ne serait-ce que, en tout cas, bon, des fois, je ne peux pas dire que je contribue à quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a une affinité d'esprit. Bon, moi, j'ai une tendance un peu, je dirais pas au repli. Je suis pas quelqu'un qui sort à tout bout de champ. Je suis vraiment le nez dans le guidon dans ce que je fais. C'est un peu, donc mais c'est assez fastidieux comme. Donc, je suis pas toujours dans des postures. Mais ça, je pense que quelque part, quand j'entends aussi les gens parler, bon, je me dis que c'est pas vain et que ça contribue aussi c'est pas ce que je trouve, ça ouvre les brèches en tout cas, et c'est dire que ça contribue en fait à l'étendue des possibles. Donc quelque part bon, mais j'aimerais faire davantage, mais après l'énergie elle est quand même limitée. Mais je pense que l'échange, elle manque quand même. L'échange, elle manque. J'ai envie de travailler davantage avec bon, mais c'est pas facile parce que chacun vient aussi avec cette idée, c'est de trouver, tu vois, une synergie commune. Et celle-là, c'est la plus difficile à trouver en fait. Mais je pense que là, bon, quand je vois les choses comme ça qui se font. Ça fait aussi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Est-ce que Lamine qui est arrivé en France dans les années 80 et aujourd'hui, le jeune designer que tu étais, est-ce que tes ambitions ont évolué, changé? Et si oui, de quelle manière? Aujourd'hui, est-ce que tu travailles différemment? Est-ce que tes objectifs ont peut-être évolué ou alors le processus est resté le même? Le processus, je pense qu'il évolue parce que bon, les données sont en permanence en train de changer. Donc, il faut aussi ouvrir ton champ d'action, quoi. Parce qu'on ne peut pas rester figé dans une manière de faire. Mais bon, je pense que tant qu'on est à l'affût en fait des aspirations en fait humaines, je pense qu'on est toujours dans le positif, quoi. On peut pas rester comme ça je sais pas, dans un truc qui croupit. Je pense que moi je suis plutôt dans cette idée-là. Je suis dans le positif, donc forcément j'échange énormément aussi, hein, mine de rien. Mais mais effectivement, les données, ouais, je pense que quand j'ai commencé, il n'y avait même pas Internet. Alors, une dernière question, c'est quelle place occupe la reconnaissance dans ton processus personnel? Et est-ce que la reconnaissance a peut-être un rôle plus grand à jouer dans justement ce dialogue intergénérationnel qu'on mentionnait à l'instant? La reconnaissance, c'est intéressant parce que je pense que tu sors en fait de la solitude.
Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être seul face à soi-même, dans une espèce de tour d'ivoire, et travailler dans le vide. Moi, je travaille pour les autres quelque part. Donc la reconnaissance, quand je vois mon travail, tu vois, quelque part, qui sert et qui vit à travers. Je pense que c'est important. Sinon, après, c'est pas. Je pense que au départ, effectivement, quand on est africain et qu'on arrive en France, qu'on sort d'Afrique, je pense que forcément, il y a une frustration, quoi. Quelque part, surtout quand tu es jeune et que tu vois, c'est-à-dire la violence néocoloniale dans nos pays, et que tu te dis, mais attends, tous ces trucs, quel gâchis. Mais bon, ouais, forcément, tu as une frustration. Donc, tu as envie d'en découdre différemment, mais on n'a pas... je pense qu'on vit des moments, et elle parlait de gens qui bossent sur place. Forcément, c'est 4 fois plus compliqué, même si je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités qui se font, parce que là, il y a une synergie en fait qui se fait entre les jeunes, je pense que vraiment, il y a des choses qui se font aujourd'hui parce que bon, à un moment, on peut pas aller plus loin que le gouffre, quoi. Donc, faut passer le pont, quoi. Ouais. Jacqueline, Little Africa a quel âge aujourd'hui? Oula. 7 ans. 7 ans. 7 ans, je sais. Pour le projet, 7 ans. 7 ans, je sais que tu as, enfin, peut-être que tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu as une excellente réputation professionnelle, de bosseur, il y a un certain follow-up sur les réseaux, mais qui ne reflète pas du tout la profondeur et de l'influence que tu as véritablement, et des partenariats que tu as pu tisser pendant ces 7 ans. Ma question, c'est la suivante, c'est... il y a clairement déjà une belle réussite professionnelle qui est là. C'est quoi la suite? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi les next steps de croissance que tu veux pour Little Africa, et quelles sont les motivations derrière? Alors, déjà, on vient d'ouvrir un concept store. Donc, bravo. Merci. Un concept store galerie qui est une nouvelle aventure pour nous. Ça fait que 6 mois. Tu peux donner l'adresse de ce concept store? On est situé à Barbès, au 6 bis rue des Gardes, dans le 18e. Et en fait, c'est une nouvelle aventure pour nous. On y est arrivé parce que, une fois de plus encore, on nous assimilait à un lieu 2-3 ans avant. C'est ce qui nous a motivés à finalement s'installer. Donc déjà ça, tenir, sachant qu'on a pris la décision avant la pandémie et qu'on a mené les travaux pendant la pandémie. Maintenant, c'est de tenir 3 ans. Donc ça, c'est déjà un big challenge de passer les 3 ans. Et ensuite, on a des ambitions sur le continent. On a naturellement des ambitions sur le continent. Je ne sais pas encore sous quelle forme, sachant qu'on touche toujours à plein de choses. Mais on va y arriver, on est sollicité. Depuis quelques années, on y va timidement. Parfois, on y va et on n'en parle pas. Mais parce que aussi, je pense qu'il y a une petite... il y a une appréhension et peut-être une peur que peuvent avoir parfois les gens de la diaspora, de se dire que on peut être rejeté en fait dans ce qu'on peut proposer ou dans ce qu'on pourrait être emmené à faire. Donc du coup, on a des ambitions. Ce sera ça les next steps. Ce sera peut-être de nous voir sur le continent. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Donc voilà. Ok. Une question que je vais poser à tout le monde. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Même si c'est une jeune carrière aujourd'hui, quels sont tes accomplissements dont tu es peut-être le plus fier ou à ce jour, professionnellement parlant? À moi, c'est bon. Ouais. Déjà, je pense que le premier dont je suis très fière de l'accomplissement, c'est d'avoir
Blick parlait de récit tout à l'heure, le City Guide de l'Afrique à Paris, dont on a pu éditer 2 éditions. C'est une des plus grandes fiertés parce qu'en fait, l'idée c'était de pouvoir capturer en fait ce qui se passait, quelque chose qui se passait et qui commençait à arriver et de pouvoir, parce que les adresses elles bougent en fait et les gens passent. Mais c'est important de se rappeler en fait qui a été là pour les générations qui arrivent, de savoir ce qui a été fait, où, comment. On parle de Xulibet. Aujourd'hui, je suis dans son ancienne adresse. Et c'est dans une rue dans laquelle il y a eu plein d'autres designers, Sakina Emsa. Aujourd'hui, on a un support qui permet aujourd'hui de raconter ça. Parce que l'histoire change souvent. Elle est écrite souvent par différentes personnes. Et c'est important qu'il y ait un outil pour rappeler, en fait, enfin moi je ne sais pas pour vous, mais dans un quartier comme la Goutte d'Or, il y a 20 ans, 30 ans, j'aurais aimé avoir un support qui me raconte ces entrepreneurs africains qui ont ouvert des commerces au départ dans ce quartier-là, qui ils étaient, c'était quoi leur commerce et combien de temps ça a duré. Et pas que dans ce quartier-là, dans plein d'autres quartiers. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis... deuxième chose, là, le concept store, c'est tout nouveau, c'est un bébé qu'on va essayer d'en prendre soin et de faire grandir. Et après, je dirais que oui, d'être cité ou d'avoir son travail être reconnu dans un magazine comme le New York Times, qui est arrivé l'année dernière. Donc ça fait énormément plaisir. Et puis d'autres accomplissements dont je ne peux pas forcément parler, mais donc, que tu connais très bien, Étienne, donc voilà. Très bien. Ina, oui, peut-être que tu peux nous parler un peu, quelle est la suite pour toi, quelles sont tes envies, tes projets, et ce que tu veux accomplir sur le court moyen terme? Alors, c'est une vaste question. Il y a plusieurs projets éditoriaux qui arrivent et qui sont dans la même lignée, donc des représentations inclusives. Et c'est quelque chose dont, pour le coup, je suis assez fière aussi de voir qu'il y a une cohérence en fait qui s'est mise en place, même si ça a l'air récent, parce que ça fait 2 ans que je suis 100% illustratrice. Ça a l'air récent, mais il y avait beaucoup de travail de fond en amont. Et de voir que en fait... que tout soit cohérent justement dans ces projets-là, que ce soit avec Kif Taras ou Nos Amours Radicales dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou Marie-Claire, ou d'aborder des sujets qui peuvent être difficiles, mais avec des illustrations qui sont toujours inclusives et apportent de la douceur, et d'avoir en fait des retours de personnes qui me disent ok, c'est vrai que ce sujet-là est tabou, ce sujet-là est marginal, ce sujet-là est dur parce qu'on parle de violence sexiste ou de violence de genre ou d'identité, mais d'avoir à côté des représentations comme ça, ça permet aussi de se sentir appartenir à cette société, de se sentir exister. Je ne sais pas si vous rappelez un peu, mais il y a 10 ans à Paris, en France, les illustrations qu'on voyait, c'était souvent des femmes filiformes, blanches, et de participer justement à élargir le champ visuel sur les représentations des différentes morphologies, mais aussi d'expériences, c'est quelque chose dont je suis fière et que j'entends continuer de faire. Blick, même question pour toi, peut-être évoquer des choses dont tu es particulièrement fier dans ta carrière à ce jour, et peut-être parler un peu de la suite, des prochains projets qui peuvent arriver. Ouais, je pense les choses dont je suis fier. Je pense que si ce serait, je pense, une des choses les plus, c'est de ne pas avoir fait de compromis, c'est-à-dire avec la personne que j'étais à mes origines, la langue bassa, qui est une langue, ma première langue d'expression avec laquelle je parcours le monde. Et je pense que pour moi, c'est vraiment... C'est une fierté parce que ça a été compliqué lorsque je suis arrivé ici. On me proposait de chanter en anglais ou en français ou dans d'autres langues. Et
le fait que j'ai décidé de garder ma langue maternelle parce qu'elle fait partie des premiers éléments qui ont structuré mon cerveau, mon imaginaire et la personne que je suis, et qui font partie des éléments de souvenir, des éléments de construction réelle de ce que nous sommes. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle lorsque je vois, quand on reçoit des immigrés ici à qui on apprend les nouvelles langues, je pense que si on leur montrait au départ qu'on aime leur première langue, puisque c'est la première langue également, qui ensuite donne la tonalité à la seconde, à l'accent qu'on porte, qu'on a sur toutes les autres langues. Je pense que si on leur montrait un peu d'amour, pour la première langue qui est la leur, ça faciliterait même l'apprentissage de la nouvelle langue. Et j'ai pas fait de compromis avec ça. Et aujourd'hui, lorsque je donne des ateliers aux nouvelles générations, le fait de leur dire de garder leur singularité, parce que on a l'habitude en France spécialement de parler d'assimilation, ce qui n'existe nulle part sur la Terre, hein. C'est-à-dire même les propres Français blancs, machin, ici. Assimilation, ça n'existe pas. Un frère et une sœur des mêmes parents sont complètement différents. Ils grandissent dans la même maison, écoutent la même chose, mangent dans la même chose, et quand ils grandissent, ils sont complètement différents. Donc ça n'existe pas. Et la singularité qui anime chacun de nous est magnifique, parce que c'est ça qui fait que ici, sur ce tableau et dans la salle, il y a différentes couleurs, parce qu'on est unique. On est vraiment unique et on est un maillon d'une chaîne globale. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, quand on t'a demandé si tu étais resté au Togo, est-ce que ça allait se faire? Je pense que oui, parce que on est tous porteurs d'un rôle. Hein. On n'est malheureusement pas éduqués à cela. On sera un autre débat, mais je pense que on est constitué de parties physiques et invisibles qui nous animent, et cette partie invisible est hyper importante, et je pense qu'elle n'arrive pas par hasard, et que les différents rôles que nous portons sont les nôtres, et que quels que soient les lieux, on les aurait peut-être exprimés différemment, mais je pense qu'on les aurait tout à fait exprimés. Et c'est la raison pour laquelle on grandit dans une famille, on ne comprend pas pourquoi tel porte une démarche qui n'a rien à voir avec tous les autres, mais parce que tout simplement, nous avons chacun de nous notre rôle qui nous est assigné. Donc bref, le fait de parler, de parcourir le monde, de construire tout ce que je construis aujourd'hui, ça part de la culture qui est la mienne. Moi, je suis un villageois, je suis né au village, j'ai grandi avec mes grands-parents, j'allais à la chasse, je pêchais locaux aussi, c'est-à-dire le rat palmiste. C'est ce que je suis d'abord. Et c'est cette éducation-là qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que porter de manière fière, pour moi, j'espère que ça permet à ceux qui sont les miens, à ceux qui sont là-bas et qui pensent qu'ils ne sont rien, que non, en fait, au contraire, c'est ce qui est beau, le fait que nous soyons uniques et singuliers. Les projets à venir, moi, j'ai envie de faire trop de choses, en fait, quoi. J'en fais déjà pas mal et j'ai envie d'en faire encore beaucoup plus. Là, les choses les plus imminentes, c'est mon spectacle cette semaine, ce week-end prochain au musée du Quai Branly, où je présente, dans le cadre de la carte blanche qui m'a été donnée par le musée, pendant l'exposition sur la route des chefferies Bamileke, les chefferies du Cameroun, je présente donc un spectacle de danse qui s'appelle Bikoutsi 3000. Ce n'est pas qu'un spectacle de danse, c'est tout simplement une démarche dans laquelle j'essaye tout simplement de parler d'une renaissance africaine qui partira d'une résistance. Et cette résistance se passera à travers la connexion aux racines, à l'écosystème, aux traditions. Et donc, Bikoutsi 3000, qui est ce spectacle qui aura lieu tout ce week-end, c'est-à-dire les 17, 18 et 19 juin, au musée du Quai Branly, fait partie de ce récit. Et parce que pour moi, le récit est vraiment au centre de l'émancipation de tous les peuples, quoi. Félicitations. En tout cas, moi, ça me donne envie, j'y serai, je pense, clairement. Je vais faire un dernier tour un peu info pratique pour revenir à Paris et demander à chacun de vous. On va commencer par toi, du coup, donner peut-être une ou deux adresses parisiennes que vous aimez, quel que soit le type d'adresse, mais des adresses que vous recommandez à Paris. Moi, je suis plus parisien aujourd'hui, je sais que les choses ont pas mal changé. Mais en fait, moi, j'ai des habitudes bizarres quand je viens à Paris. À Paris, en général, quand je viens, j'aime prendre le métro. Pour une raison simple. C'est que lorsque je suis arrivé à Paris, je prenais le métro pour photographier toutes les affiches de concerts. Et j'allais écouter tous les artistes qui étaient sur ces affiches pour comprendre pourquoi ils étaient là et pas moi. Et donc, du coup, quand je viens à Paris, même quand je n'ai pas besoin,
je reprends quand même le métro pour essayer de revoir les affiches des artistes qui jouent dans des festivals, dans les lieux, dans différents lieux. Et j'aime bien cette ambiance. Et quoi. quelle était la réponse alors? Pourquoi pas eux et pas toi? En fait, le fait de le faire m'a vachement construit musicalement. Dans le business, en fait, je comprenais qu'il y avait une logique, parce qu'au départ, on ne sait pas, on se dit, ouais, c'est peut-être copinage, machin. Mais en fait, quand on va regarder, ça nous permet non seulement de découvrir des projets en live, même des projets sur lesquels on les a priori, parce que du coup, j'allais sur Internet regarder qu'est-ce qui se faisait et je me rendais compte que, en fait, le truc en live, il est terrible, il est super. Et du coup, j'apprenais énormément comme ça et j'essayais, moi, de refaire mon truc et de mieux le faire, en fait. Quoi. Donc, j'ai beaucoup appris en photographiant ces affiches. Voilà. Donc, le métro, c'est vraiment... J'aime beaucoup le métro. Et quel autre lieu j'aime bien? J'aime bien un restaurant, un petit resto où j'ai mangé un super bandolé à chaque fois que j'étais que j'étais à Paris. C'est l'Équateur. Qui n'existe plus. Ouais, c'est fini? Ouais. C'est pas vrai. Ça a fermé l'Équateur? Oui, rue Saint-Maur. Ouais, non, c'est fini. Je suis plus parisien. Je savais pas. De toute façon, Jacqueline me dira quels sont les meilleurs lieux. Voilà, et toi, Lamine, est-ce que tu peux nous partager une adresse ou deux que tu aimes à Paris? Écoute, une adresse ou deux. Moi, j'aime bien farfouiller. En fait, Paris, pour moi, ça a été un peu le lieu de culture, en fait. C'est un truc, c'est une espèce de, on va dire, confluence. Et je pense, moi, Présence africaine, c'est une maison d'édition. Je trouve que là, en fait, pour des gens qui se posent pas mal de questions sur l'Afrique, pas que l'Afrique d'ailleurs, c'est un peu toute la diaspora, la littérature, des choses qui, on construit l'Afrique en tout cas, et puis la diaspora, je pense que c'est quand même, c'est une petite librairie, c'est une maison d'édition aussi. Peut-être là, je trouve que ça vaut le coup d'aller voir. Et à côté, il y a l'Harmattan aussi, qui fait des choses pas inintéressantes aussi, qui sont plus spécialisées, mais sur d'autres thématiques. Mais bon, en tout cas, Présence africaine, c'est rue des Écoles. L'adresse exacte, mais en tout cas, c'est rue des Écoles. Elle n'est pas très grande, cette rue. Donc, Présence africaine, c'est une maison d'édition à la rue des Écoles. Très bien. Jacqueline, à part ton concept store, bien sûr, dans le 18e, est-ce que tu as une adresse à partager? Je peux en donner plusieurs. On espère. On va booster les copains. Hein, première chose, pour le Ndolé, il y a un lieu dans le 18e qui s'appelle le Parlement. Je ne vais pas l'adresse par cœur, je vais juste vous donner les noms. Le Parlement, c'est le meilleur Ndolé jusqu'à maintenant que j'ai mangé. Voilà. Lamine, est-ce que tu as ton showroom encore? Non, moi j'ai mon showroom, il est en ligne maintenant. Bon, je vous aurais tous invités à prendre rendez-vous au showroom de Lamine. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Oui, à la Goutte d'Or, vous avez un jeune entrepreneur, le marché de la Côte d'Ivoire. Ouais. Le marché de la Côte d'Ivoire, dont j'aime beaucoup le concept, voilà, qui est une épicerie fine africaine absolument géniale, avec une histoire familiale que j'aime beaucoup. Dans les beaux quartiers côté art, vous avez Marianne Ibrahim, qui a une magnifique galerie. Enfin, c'est une expérience de dingue parce que c'est une femme noire qui a une galerie d'art contemporain sur l'avenue Matignon, sur 3 niveaux. Et donc qui met en avant des artistes africains, afro-américains, contemporains. Voilà, je fais Marianne Ibrahim. Marianne Ibrahim. Voilà. Ina, toi, si tu as une ou deux adresses que tu voudrais partager? Alors moi j'ai un rapport très éclectique avec Paris. Je viens surtout au feeling, en fonction des événements ou
Oui, des inspirations. Donc, j'ai pas spécialement de lieu à proprement parler auquel je suis attachée. J'aime beaucoup aller après au centre Pompidou parce que c'est très riche culturellement. Il y a une carte éditoriale qui est quand même très fournie et qui vaut la peine souvent. Et puis le musée des arts décoratifs aussi, qui propose de très belles expositions très souvent aussi, donc, que je recommande. Et comme Jacqueline ne pouvait pas citer son concept store, ben je le cite. Little Africa, qui est vraiment un lieu à voir, à faire et à refaire et refaire et refaire. Parfait. La boucle est bouclée. Ce talk touche à sa fin. Merci à tout le monde pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié les échanges. C'est toujours un peu court par rapport à tout ce qui peut être dit. Merci à tout le monde d'être venu. Et puis, vous êtes là. Donc, j'aurais voulu faire des questions, mais on me dit qu'il faut couper. Mais vous pouvez échanger de manière informelle après. Merci.